Bonjour Anne-Sophie Alsif. Bonjour. Nous allons revenir avec vous sur les conséquences économiques de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. De nombreux Français se posent évidemment beaucoup de questions, au premier rang desquelles celle-ci. Selon vous, quel va être l'impact sur le prix du gaz qu'on va payer en France ? Alors, il va y avoir un impact significatif sur les matières premières et les denrées alimentaires. Donc, en effet, des augmentations du prix du gaz et du pétrole les prochains mois, en fonction des tensions. Il va y avoir plus de volatilité sur les marchés et en effet, une augmentation des prix. On a une idée, on peut imaginer à combien va augmenter le gaz ? Alors c'est compliqué parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs et c'est ce qui fait le côté assez inédit de cette crise. C'est-à-dire que cette année, on est encore dans une année de reprise après la crise sanitaire. Donc on a encore une forte demande, une forte croissance de la demande mondiale corrélée avec la crise ukrainienne. C'est vrai que ça fait de fait augmenter les prix avec des marchés qui sont assez volatiles et qui changent. Donc on ne peut pas anticiper de combien exactement, mais ce que l'on peut voir, c'est qu'on va avoir beaucoup de variations, au moins jusqu'avant l'été. On peut rappeler que la Russie fournit 40% du gaz européen. En France, je crois que nous, on dépend de 20% du gaz russe. C'est ça. En revanche, les Allemands, c'est 60%. Exactement. On est d'accord qu'à l'instant où on se parle, le gazoduc fonctionne toujours entre la Russie et l'Europe. Tout à fait. Il n'a pas été interrompu. Non, tout à fait. Il y a une déclaration des Allemands pour justement peut-être mettre en attente les autorisations pour ce gazoduc, mais pour l'instant, on est encore dans cette situation. On va faire la prospective. Si on n'achetait plus de gaz à la Russie, comment pallierait-on ce manque ? Alors, on a d'autres fournisseurs, notamment l'Égypte ou la Norvège. Et puis, l'autre élément quand même important, c'est aussi, bien sûr, le nucléaire. Et puis, on va aussi vers les beaux jours. Donc, on peut aussi espérer que la demande mondiale baisse progressivement et que, donc, de fait, on passe le pic et qu'on puisse, par ce mix énergétique qu'on a et cette certaine indépendance qu'on a en France, pouvoir, on va dire, passer l'hiver et donc ne pas avoir de problème. Mais on aura quand même des hausses de prix. Vous parliez du hausse de prix et le prix de l'essence. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos ? Alors, pareil, au niveau du prix de l'essence, c'est la même situation qu'avec le gaz, c'est-à-dire que la demande mondiale est toujours très importante. Donc, on a, on va dire, entre guillemets, cette double peine. Donc, là aussi, on aura des augmentations. On a vu des 2 € le litre qui vont continuer. Donc, ça aussi, on pense, on estime qu'on va avoir des hausses jusqu'avant l'été. Donc, un litre d'essence au-delà de 2 €, c'est envisageable ? Ça peut être envisageable, tout à fait. La Russie est le premier producteur mondial de blé. L'Ukraine, c'est le 5e. Là aussi, quelles répercussions peut-on imaginer sur le prix du blé, donc le prix du paquet de pâtes, donc des pâtes, le prix de la baguette de pain ? Alors, l'autre élément, c'est en effet tout ce qui est denrées alimentaires, comme vous l'avez dit. Donc là aussi, on aura beaucoup de variations, mais on aura à court terme des augmentations sur tous les produits de première nécessité, donc pain, pâtes. Et donc ça va aussi continuer sûrement jusqu'avant l'été, avec des variations. On peut aller en concernant les prix du blé, des augmentations qui vont de 10 à 20%. Donc là aussi, bien sûr, tout va dépendre de l'évolution de la crise ukrainienne, mais on aura des hausses également. Mais je suppose que ce n'est pas aussi évident que ça. Si c'est 10 à 20% d'augmentation du prix du blé, est-ce que ça veut dire 10 à 20% d'augmentation du prix du paquet de pâtes ? Non, pas du tout. Là, c'est vraiment les denrées alimentaires. Et ensuite, en fonction de comment sont faits les produits, vous avez des variations qui seront moindres. Si on parle des entreprises françaises, est-ce qu'elles risquent d'avoir un impact sur leur activité ? Alors, c'est vrai qu'on a des échanges commerciaux, notamment avec la Russie, qui sont assez limités. C'est 1 ou 2% donc, du commerce, donc c'est assez faible. Même si on a en effet plus de 500 filiales qui sont en Russie, beaucoup de grands groupes. Alors, entre guillemets, la bonne nouvelle, c'est que ce sont des entreprises qui avaient subi les crises précédentes, notamment la crise de Crimée, donc qui ont pu là aussi se préparer et qui peuvent anticiper des crises. Mais en effet, sur ces secteurs, c'est l'agroalimentaire, l'énergie, l'aérospatiale, il y aura des impacts, même si c'est cantonné à ces entreprises, c'est sûr que ça a un impact, mais au niveau macroéconomique en France, c'est sûr que ça reste plus limité puisque nos échanges ne sont pas très, très importants. Selon vous, donc, ce sont plutôt les PME ou les très grandes entreprises qui vont potentiellement plus souffrir ? Alors, c'est plutôt les grandes entreprises qui ont des filiales. Après, il y a toujours ce qu'on appelle les sous-traitants et on va dire toute la chaîne. Donc, forcément, lorsque vous avez un ralentissement de commandes, même s'ils sont des filiales de grands groupes, ça peut avoir des impacts sur les entreprises de taille intermédiaire, ETI, et également sur les PME. Vous avez un effet cascade. Effet domino. La France vient de connaître une croissance de 7%. Tout à fait. Et un taux de chômage au plus bas depuis 2008, 7,4%.
là aussi? Est-ce qu'on a une idée d'un impact sur ces deux indicateurs? Alors, c'est ça le paradoxe de la situation, c'est qu'en fait, on a de bons chiffres économiques, donc on devrait plutôt, en effet, s'en réjouir. C'est les résultats du fameux « quoi qu'il en coûte », alors qu'on a cette crise qui revient. C'est vrai que cette année, c'est encore une année de reprise et de rattrapage. Donc 7% de croissance l'année dernière, vous l'avez dit, on attend plus de 4% encore cette année, des taux de chômage qui sont historiquement bas. Donc, en tout cas, au niveau macroéconomique, on ne voit pas pour l'instant à court terme d'impact. On voit que la reprise continue et continue cette année. Ce qu'il va falloir vraiment regarder, c'est vraiment l'évolution de l'inflation énergétique, comme on l'a dit, voir l'impact que ça a sur le pouvoir d'achat et surtout sur la consommation. Parce que c'est vrai qu'avec la crise, on a vu qu'on a eu un taux d'épargne des ménages qui a beaucoup augmenté. Donc l'année dernière, alors qu'on avait déjà des tensions inflationnistes, on voit que ça a en fait finalement eu peu de freins sur les intentions de consommation des ménages. Là, il faudra voir si psychologiquement, même si on peut avoir le pouvoir d'achat, est-ce qu'on continue de consommer ou pas? Et c'est vraiment plus ça qu'il faut regarder que, en effet, la situation générale qui, avec la crise, peut créer une crise de confiance. Vous parliez donc d'inflation énergétique. Est-ce qu'une Oui. inflation énergétique peut se traduire par une inflation générale des prix? L'inflation est déjà repartie à la hausse en France. Alors oui, tout à fait. Donc c'est ça qu'on va beaucoup surveiller, notamment les banques centrales, qu'il n'y ait pas un enchaînement, comme par exemple ce qu'on peut voir aux États-Unis, augmentation de l'inflation donc énergétique qui se transforme par une hausse générale des prix et donc des salaires. Pour l'instant, en Europe, on n'y est pas encore. C'est surtout de l'inflation énergétique. Mais en effet, les banques centrales regardent beaucoup. Et si c'est le cas, la Banque centrale européenne devra sûrement intervenir pour essayer de baisser ces tensions inflationnistes. Mais pour l'instant, on est vraiment, encore une fois, sur des tensions qui sont inflationnistes, qui sont essentiellement énergétiques. Merci beaucoup Anne-Sophie Alsif pour cet éclairage. Merci à vous.